Bonjour et bienvenue à tous sur AUM émission. Aujourd'hui marque le coup d'envoi de nos interviews avec une véritable icône de la médecine au Burkina Faso. Comme le disait Henry Adams, un enseignant façonne l'avenir et son influence dépasse le cadre de la salle de classe. Dans le parcours exigeant des études médicales et face aux défis de la vie sociale, nos maîtres ne sont pas seulement des transmetteurs de savoir, mais aussi des sources d'inspiration. Alors, pourquoi ne pas tirer parti de ces potentialités vivantes pour impacter entre nous et autour de nous, impacter ici et ailleurs, partout où s'étendent les jeunes générations? Nous avons aujourd'hui l'immense privilège d'être reçus par professeur Viviane Palé, épouse Koné, une véritable pionnière de la gynécologie obstétrique au Burkina Faso. Première femme médecin du pays, première gynécologue et première agrégée, elle a intégré l'hôpital universitaire dès les années 70. Elle a marqué l'histoire de la médecine par son engagement dans les soins, la formation et l'action sociale. Et je vous assure qu'une seule journée ne suffirait pas pour étayer son si beau parcours. Professeur, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir choisi pour parler des anciennes études médicales et de la méthode de travail. C'est un honneur pour nous, professeur. Et nous avons bien sûr une liste de questions auxquelles nous allons solliciter vos réponses et votre participation pour nous guider parce que vous êtes des bibliothèques vivantes et des personnes qui ont des expériences comme vous, ça ne court pas vraiment les rues. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, notre première question, professeur, vous êtes une figure emblématique de la médecine au Burkina Faso et une pionnière dans votre domaine, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la médecine à une époque où les femmes étaient sous-représentées? Et en particulier, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la gynécologie obstétrique? Euh, il faut dire que à mon époque, j'étais la seule femme, la seule fille à faire médecine. À mon époque, c'était difficile même pour les femmes, les filles, d'aller loin dans les études, dans la scolarité. C'était quand même difficile. Les filles s'arrêtaient au BPC et puis bon, pour aller jusqu'au bac, c'était pas, on dirait que c'était pas prévu. Alors donc, j'étais la première à réussir le bac même ici. Alors donc, euh, j'ai penché pour la médecine parce que d'abord dans les études, j'aimais bien les sciences naturelles. J'aimais bien les SVT, sciences naturelles et tout ça. Mais seulement une, j'avais une appréhension pour les personnes, pour la maladie chez les gens. Donc, pour moi, j'étais celle qui soignait mes jeunes frères et sœurs, celle qui les amenait à l'hôpital et tout ça. Tout ça, ça forme. Je n'avais pas une particularité spécifique, mais j'étais celle qui s'est dévouée pour ça. Et après, j'ai dit, bon, je vais faire médecine. Mon père m'a encouragée et surtout mes enseignants m'ont encouragée. Ils m'ont dit, puisque au départ, j'avais dit que j'allais être institutrice, non, monitrice pour enseigner les enfants jusqu'à 10 ans, pas plus. Alors donc, comme j'ai eu le bac, bon, on m'a dit, bon, tu ne peux plus être institutrice, il faut que tu continues. Et les enseignants m'ont encouragé, ils m'ont dit, bon, vous êtes jeune,
vous êtes intelligente, donc vous pouvez faire médecine, parce que c'est long. Alors donc, j'ai dit, d'accord, je vais faire médecine. Et puis, mon père même m'a encouragé à le faire. Et c'est ainsi que j'ai décidé de faire médecine en ne sachant pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas que c'était si difficile et surtout si long. Alors donc, c'est une... mais bon, j'avais cette vocation. Tu vois, il faut avoir vraiment la vocation de soigner les gens, de donner du bien-être aux gens et tout ça. J'avais cette vocation. Alors donc, j'ai commencé la médecine euh, et je me suis rendu compte que les études n'avaient rien à voir avec la pratique. Parce qu'on s'imagine que euh, tout de suite, on va soigner. Il faut combien d'années avant de soigner quelqu'un en médecine, quand on fait les études de médecine. Alors donc, ça déçoit un peu. Je dis, parce qu'avant même d'aller commencer les études, je m'étais dit, tiens, je vais aller à l'hôpital, Yalgado, et commencer à voir comment on fait les soins, les piqûres et tout ça, parce que je vais faire médecine. Donc, j'ai fait ça, un petit stage. J'ai vu que ça n'avait rien à voir avec la médecine, rien à voir, parce qu'il fallait attendre au moins 4-5 ans pour faire vraiment une pratique médicale, apprendre la pratique médicale. Alors donc, tu vois, ça m'a un peu déçu. Mais quand je suis allée commencer les études, c'est là que j'ai vu que c'était dur. C'est dur parce que pour moi, pour nous autres, c'était plus dur parce qu'on n'était pas dans notre contexte, dans notre pays, dans notre famille. Donc, j'ai été en France pour faire les études avec deux autres collègues, une qui faisait pharmacie dentaire, chirurgie dentaire, et l'autre qui faisait, je ne sais plus quelle spécialité. Et donc, ce n'était pas facile parce qu'il faut s'habituer à l'endroit où on est, il faut s'habituer à la langue. Bon, on parle français comme ça, mais quand le français parle français, parfois tu ne... là, c'est complètement différent. Et donc, ça, c'était une difficulté. Oui, ça, c'était vraiment une difficulté. Mhm. Mais pourquoi vous avez choisi la gynécologie La l'obstétrique? gynécologie, Oui. parce que je voulais soigner les femmes. Parce que j'ai trouvé que on ne s'occupait pas médicalement assez des femmes. Il n'y avait pas de structure particulière pour elles. Il fallait qu'elles aillent euh, en, en médecine, il faut que j'aille au dispensaire et tout ça. J'ai trouvé que les femmes n'avaient pas une prise en charge particulière assez bonne pour leur état et surtout pour la naissance d'un bébé. Alors donc, j'ai choisi, et ça, c'est mon père même qui m'a dit, peut-être que tu peux faire gynécologie. J'ai dit oui, 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 je vais faire gynécologie parce que je veux soigner les femmes. Voilà. En ce temps, il n'y avait pas de spécialiste comme ça, hein. C'était très, il y avait, quand moi je suis rentrée, il y avait un seul gynécologue, tu vois. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes. Donc, j'ai dit, je vais soigner les femmes parce que soigner les hommes, ça doit être un peu compliqué. Votre parcours est vraiment impressionnant et surtout, c'est pas permis à tout le monde d'être première femme médecin du Burkina. Vous avez abordé quelques défis auxquels vous avez fait face. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer encore plus sur ces défis-là? Pendant votre cursus universitaire, comment c'était les études médicales en votre temps? Ben, c'était les mêmes études médicales, hein. Je suppose, c'était les mêmes matières, c'était les mêmes études médicales, sauf qu'il y avait propédeutique
deux années de propédeutique avant de commencer la première année d'études médicales, sinon, je crois que c'est une année. Mais il faut réussir. Bon, j'ai dû faire 2 ans. Alors donc, c'était la même chose, c'est les mêmes matières, c'est les mêmes difficultés qu'on rencontrait. Et puis, bon, dans le contexte dans lequel moi j'ai fait les études, peut-être que j'avais euh, peut-être pas, peut-être plus de difficultés, mais c'était plus facile d'apprendre. Parce que bon, c'était fait en sorte que c'était facile d'apprendre. Il y avait des stages, même en dehors des stages, c'était facile d'apprendre. Ouais. Je me souviens que quand j'étais en troisième année, même pas. Bon, externe là, on a étudié en médecine, on regardait on allait dans les services voir. Et la première intervention que j'ai vu faire, on devait regarder, c'était un enfant qu'on opérait du cœur. Ça m'a complètement apeurée. J'étais, mon Dieu, ils vont ouvrir. Et effectivement, je n'ai pas voulu même regarder le reste de l'intervention. Et puis j'ai dit, bon, il faut se préparer, hein, parce qu'on va aller déchirer des organes, des tissus chez les gens. Il faut se préparer. Donc, je me suis dit, ah, ça va pas être facile. Et puis bon, après, on s'adapte, quoi. On a vu. Ah, mais là, j'ai eu peur, hein. Parce qu'on regardait de là-haut. C'était affreux. Et en parlant de défis, on remarque que actuellement, beaucoup d'étudiants en médecine traversent des périodes de doute dans lesquelles ils sont découragés face aux défis académiques et professionnels. Par exemple, que direz-vous à ceux qui envisagent d'abandonner à cause des difficultés rencontrées dans le cadre des études médicales? Ou bien, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui regrettent d'avoir choisi la médecine comme domaine? C'est-à-dire, quand on a un objectif, on l'a. Quand on a un objectif qui est presque je ne sais pas comment dire ça. Quand on l'a, on veut faire médecine pour faire ceci, pour faire cela. Mais si tu ne fais pas, qui va le faire à ta place? Donc, tu es obligé de faire en sorte que ça marche. Et faire en sorte que ça marche, tu vas peut-être redoubler une année, peut-être une deuxième, et tu vas continuer parce que tu as la vocation. C'est une question de vocation aussi. Peut-être que vous ne connaissez pas les vocations, vous êtes faite pour ça, vous êtes fabriqué pour ça. Et donc, tu vas le faire. Sauf si on te chasse, d'accord. Mais si tu vas faire de telle sorte que tu vas peut-être redoubler une fois, peut-être même 2 fois, mais tu vas continuer et le faire. Surtout que maintenant, les gens sont recrutés à un âge, euh, les gens passent le bac très tôt et donc ils commencent tôt. Donc tu as tout le temps de... Non, 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 si tu as vraiment la vocation de faire la médecine, tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas reculer. Bon, il y en a qui vont en médecine sans bien savoir ce que ça représente pour eux. Tu vois, il y en a qui vont commencer la médecine. Bon, est-ce qu'ils ont l'intention même de soigner? Tu vois? Parce que si tu as l'intention de guérir des gens, mais tu vas le faire puisqu'il y a toujours des gens malades. Tu vas faire la médecine. C'est le départ. Si tu n'as pas la vocation de la médecine, tu peux faire médecine pour faire autre chose qui n'est pas de soigner. Hein, parce qu'il y a des branches plus scientifiques mais quand tu veux, et puis même ces branches qui ne sont pas pratiques, contribuent à améliorer les soins. Voilà. Et donc, si tu n'as pas la vocation de faire médecine, il ne faut pas y Même aller. pour ceux qui sont contraints par les parents. Oui, même si tu es contraint, c'est difficile. C'est ce que je disais que j'ai une nièce qui est venue me dire qu'elle tient à faire médecine. J'ai dit, bon, j'avais 14 au bac ou je ne sais pas trop quoi.
Mais en regardant le détail de son cursus, je lui ai dit, et comme je connais son tempérament, elle a peur, et puis elle est craintive, et tout ça, je lui ai dit non, c'est pas médecine qu'il faut faire. Il faut faire sociologie. Il soigne autrement les gens. Et elle dit non, elle pourra le faire et tout ça. Elle a commencé, mais au bout de la première année, du fait que d'abord ses notes n'étaient pas bien et qu'elle devait redoubler, elle est revenue me voir pour savoir qu'est-ce qu'elle devait faire. J'ai dit, tu quittes la médecine. Et elle a quitté parce qu'elle n'était plus épanouie, elle était traumatisée et tout. J'ai dit, tu ne peux pas continuer comme ça pendant 6, 7, 8 ans, et, non, et même un peu plus si tu veux te spécialiser. Donc, elle est allée faire sociologie, et puis elle était épanouie, parce que c'est ce qu'il lui Ce fallait. qui lui convenait. Oui, c'est ce qui lui convenait. Alors donc, quand vous n'êtes pas sûr d'avoir pour vocation finale de soigner, il vaut mieux faire autre chose. Ah, il n'y a pas à forcer, il ne faut pas forcer. Maintenant, est-ce que dans vos années de service, vos années en étant dans le domaine de la santé, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué? Bon, il y a beaucoup de choses qui sont marquantes, surtout aux années où je suis rentrée et qu'il n'y avait pas trop de soins et tout ça. Donc, il y avait, en gynécologie surtout, il y avait une mortalité maternelle très importante. Les femmes qui meurent en accouchant, c'est affreux. Et puis bon, il n'y avait pas assez de gynécologues pour prendre en charge tout le monde. En dehors de, même à Ouaga, c'était compliqué, mais en dehors de la capitale, il y avait personne. Il n'y avait personne. Et donc, les femmes mouraient beaucoup. Et ce qui m'a, ce qui m'est resté, c'est que j'avais une fois 3 femmes qui avaient été évacuées de province et dont l'accouchement ne marchait pas et qui étaient en phase de rompre leur utérus. Puisque quand elles vont rompre leur utérus, s'il n'y a pas quelqu'un pour tout de suite prendre en charge, elles vont mourir, leur bébé est mort, ils vont mourir aussi. Alors donc, j'en avais 3. Bon, il y a une qui ne posait pas trop de problèmes, mais il y a 2, il fallait choisir laquelle, quelque part, devait vivre et ou laquelle qui devait mourir. C'est très compliqué. Ça m'est resté parce que il faut faire un choix. Tu dois choisir. Hein. Donc, il faut trouver des critères qui font que celle-ci a plus de chances de survivre que l'autre et prendre celle qui a plus de chances de survivre que l'autre qui est en train de partir. C'est très compliqué, très, très, très difficile. Parce que là, justement, comme on est là pour soigner, on joue avec la mort, surtout chez les femmes enceintes. C'est très compliqué. Alors donc, la mortalité maternelle vraiment m'a marqué et on a fait beaucoup d'études sur la mortalité maternelle et faire euh, des conférences et tout ça pour essayer de prévenir que les gens prennent des mesures préventives parce que c'est pas normal qu'on meure en accouchant. Pas du tout normal. On meurt en On voulant perd donner la la vie vie. en voulant Hein. donner la vie. Et c'est vraiment très touchant. Alors, c'est ce qui m'a impressionné beaucoup, cette mortalité maternelle. Et Dieu merci, actuellement, je demande chaque fois comment ça marche. Ça. Et actuellement, la mortalité maternelle, on est arrivé à avoir des chiffres vraiment beaucoup plus bas qu'autrefois. Donc, c'est beaucoup plus facile mentalement d'exercer cette, cette spécialité.
En tout cas, ils ont fait beaucoup d'efforts pour la mortalité maternelle, sur le plan international aussi, sur le plan national aussi. Et ça va. Et on continue de faire des efforts Et encore plus. on continue parce que c'est pas normal. Pas du tout. Alors là, est-ce que, professeur, vous avez une anecdote à nous raconter Euh, en rapport avec votre carrière? En rapport avec mes études, Mhm. Oui, oui, on prend aussi. j'ai une anecdote parce que, bon, comme j'étais la seule fille euh, voltaïque à faire médecine, Mhm. et donc j'étais avec des jeunes gens comme vous aussi qui faisaient médecine, on était promotionnaires, et les hommes ne veulent pas que les femmes avancent aussi rapidement qu'eux. Mhm. Et donc je me rappelle que quand j'ai passé l'internat, j'étais avec des hommes, parce que je n'étais pas la seule fille, même à ce moment de mes études. Quand j'ai passé l'internat, j'étais la major de la promotion. Waouh. Oh, Mhm. les garçons, là, au lieu de me féliciter, d'être Mhm. content qu'il y a une fille qui est quand même major, surtout mes compatriotes, Mhm. ils étaient fâchés Quoi? parce qu'ils trouvaient anormal qu'une fille soit au-dessus des... Moi, je comprends mieux. Pourtant, je trouvais, ça m'a beaucoup déçu parce que je pensais que ça allait leur faire plaisir, que oh non, ça leur fait pas plaisir, donc il faut se battre vraiment. D'accord, professeur. En continuant sur cette lancée, parlant de filles dans le monde professionnel. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes filles s'intéressent à des carrières telles que la médecine et la santé. Et cependant, beaucoup ont peur de sacrifier leur vie sociale. Et quel message voudriez-vous leur adresser, surtout en cette journée de la femme? Et aussi, si possible, un message spécial à celles qui n'ont pas forcément de soutien. Euh, Évidemment, il y a la vie sociale qui est la partie la plus importante Mhm. hein, de notre vie hein, pour nous-mêmes. Alors donc, il faut y penser, mais je ne pense pas qu'actuellement ça pose un gros problème parce que les filles sont mieux scolarisées, beaucoup plus scolarisées à un âge. Parce qu'avant, les filles étaient scolarisées, ils arrivaient à un âge un peu plus avancé, Mhm. à la fin des études scolaires, pour pouvoir en prendre la branche de médecine. Mais maintenant, les filles sont assez scolarisées. Elles ont tout le temps de préparer leur vie sociale. Mhm. Bon, leur vie sociale, c'est quoi? C'est se marier, avoir des enfants, surtout, Mhm. Surtout ça. c'est surtout ça parce que je me rappelle que euh, une fois je suis venue de France et ma mère me demande, mais quand est-ce que tu vas te marier et faire des enfants? La fameuse question qui Alors revient. je lui dis, oh, ça viendra. Je dis, toi qui t'es marié tôt et faire des enfants beaucoup, est-ce que tu es aussi bien que ça? Alors donc, il ne faut pas se dire que c'est le mieux, le maximum qu'il faut faire pour être bien dans la vie. Hein. Il faut faire ce à quoi tu es attaché. Comme ça, tu es heureux d'avoir fait ce qui te plaît. Sinon, la vie sociale, ça ne pose pas trop de problèmes. Bon, tu auras un mari, il y a tellement d'hommes actuellement. Il y en a moins, mais tu auras un mari, tu auras des enfants. Et bon, il y a quoi encore? Tu as ton travail que tu aimes, pour lequel tu as été
est fabriqué. Et donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Parce que les gens, il ne faut pas envisager les échecs et tout ça. Tu as le temps. Tu as le temps. Il ne faut pas être pressé. Si tu es pressé, tu fais autre chose qui te prend 3 ans. Tout à fait. Oui, si tu sais que la médecine va te prendre 10 ans, ah non, si tu es pressé, tu fais autre chose. Infirmière, par exemple, si c'est dans le domaine médical que tu veux aller. Mais pour faire la médecine, il faut vraiment savoir ce qu'on veut et puis y aller. Il y a toujours la vie sociale qu'on peut arranger. Si tu as des enfants, tu t'organises avec les enfants. Il faut avoir bon, un mari compréhensif le plus souvent. Bon, comme ils sont instruits maintenant, ils sont assez compréhensifs, je crois, et qui peut t'accompagner même pour ton travail et tout ça, qui peut être un soutien pour toi, pour le travail, parce que le travail n'est pas facile socialement parlant. Parce que, bon, par exemple, quand moi je suis rentrée, bon, j'étais chef de service de gynéco-obstétrique, bon, avant même d'être chef de service. C'était pas simple parce que dans la journée, vous êtes pris tout le temps. Il n'y a pas de week-end. Le week-end, vous êtes obligé d'aller au travail, le samedi surtout, et puis vous êtes obligé de prendre des gardes presque tous les 2 ou 3 jours. Et donc, c'est compliqué parce que le mari, il est seul à la maison, et puis les enfants aussi, c'est très compliqué. Il faut savoir s'organiser pour donner du temps aux enfants, au mari, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais on y arrive. On y arrive toujours. On peut voir que vous avez eu une carrière quand même assez remplie. Et on peut dire que vous avez été épanoui dans votre carrière et votre vie sociale. Est-ce que vous avez quelques conseils à nous procurer pour que nous aussi, on trouve du temps pour nous-mêmes, comme vous l'avez fait, pour notre famille, notre carrière, notre vie sociale? Comment pouvons-nous jongler entre les deux? Il faut jongler, je crois, hein. Comme vous le dites, il faut savoir jongler. Mais on y arrive. Parce qu'il y a la carrière, bon, il y a la vie sociale, il y a les parents, il y a le mari, il y a les enfants. Bon, on y arrive, hein. C'est-à-dire qu'il faut être bosseur. Si tu as pu faire médecine, c'est que tu es bosseur. Donc, au niveau du travail de médecin, tu es bosseur aussi. Hein, parce que il y a des nuits où tu ne dors pas, mais tu continues la journée et tu continues à faire comme si tu n'es pas trop fatigué. Il ne faut pas montrer qu'on est épuisé quand même quand on revient. Et non, je pense qu'on peut le faire. On peut avoir une vie sociale normale en étant médecin. Peut-être même meilleure parce que le fait que vous soyez médecin dans la famille, les gens sont euh, apaisés. Le mari sait que s'il y a une difficulté médicale, bon, tout de suite, il y a quelqu'un à côté pour... C'est très important. Ça apaise les gens, ça apaise même la famille, les parents et tout ça. On sait qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir, qui peut soigner et tout ça. Et donc, ils sont contents que vous soyez là. Hein? Ça, c'est peut-être mieux que d'avoir quoi là, informaticien à côté. Hein? Tu peux enseigner l'informatique aux enfants, mais s'ils sont malades, tu seras obligé de courir, d'aller de gauche à droite. Ça le fait d'être médecin, c'est très apaisant pour la famille. Oh, oui. Ils pourront gérer les urgences. Voilà, gérer les maladies même, tout à la maison. Donc vraiment, c'est pas un handicap. Mais professeur, les informaticiens vont se sentir visés. Hein? Oui, mais bon, c'est bien aussi, quoi. Hein? C'est bien aussi, mais on est plus calme quand on sait que ta santé n'a pas de problème, n'aura pas de problème à la maison. Tu vois, on est plus serein.
Je pense que nous sommes presque à la fin. Et vu votre expérience, comme je l'ai dit, avec la sagesse immense que vous incarnez, quel conseil de route nous donnez-vous ou qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs? Mais conseil de route, c'est pour ceux qui font médecine. D'accord. Nous sommes peineurs. Non, non, conseil de route, il faut bosser. Mhm. Il faut bosser et puis savoir où on veut aller. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut bosser et puis il faut... Parce que pour être inscrit en médecine, quand même, c'est pas ceux qui ne sont pas les meilleurs, hein, c'est pratiquement les meilleurs qui vont faire médecine quand ils veulent. Donc, il faut bosser, il faut savoir que vous allez arriver et puis il y a pas de problème. Si vous avez commencé, vous devez arriver. De route. Ben voilà, c'est la même chose. C'est un conseil de route aussi. Hein. Il faut prendre vos études vraiment à bras le corps pour les études. Parce que ce qui vous attend, si vous avez un objectif pour soigner la population, soigner les enfants, soigner les femmes, c'est ça qui est important. Et donc, si vous tenez à ça, vous êtes obligé d'y arriver. Donc, de bosser comme il faut, d'avoir des méthodes d'apprentissage qui vous permettent d'arriver au bout. Je pense que c'est pas très compliqué. C'est pas sorcier. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes professionnels de santé qui viennent de tout juste finir la médecine pour débuter? Ah ben, ils Alors, sont arrivés, hein? Ils sont arrivés où ils voulaient, donc ils n'ont qu'à prendre à bras le corps. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas aidés par certaines circonstances d'embauche ou bien comme ça, mais non, mais vous avez fini la médecine, il faut pouvoir l'exercer à un moment donné, même s'il y a du temps à perdre un peu, bon, vous faites de la médecine à côté et tout ça, mais il faut tenir, il faut tenir. Évidemment, ce n'est pas toujours facile, mhm. mais il n'y a pas de difficulté suprême qu'on ne peut pas soulever. Et pour les Les jeunes, aspirants, oui, les jeunes qui veulent devenir médecins. ah ben pour les jeunes qui veulent devenir médecins, il faut voir le bout. C'est-à-dire, je veux devenir médecin, je veux faire ceci, cela, je veux opérer des gens, je veux faire naître des enfants en bonne santé, je veux que les, les, les gens ne souffrent pas trop et tout ça. C'est l'objectif là qu'il faut avoir en tête. Hein, le, le pourquoi tu veux faire la médecine. Alors, si tu vois ça, mais fais tout pour bosser, pour y arriver. On ne se décourage pas quand on a un objectif précis auquel on tient. On ne se décourage pas. Il faut y aller. Bon, euh, ça marche pas toujours, mais le plus souvent, ça marche. Il faut, il faut se dire que j'ai choisi ça pour telle raison. Et si la raison vraiment vous tient à cœur, il n'y a pas de difficulté majeure. Bon, on peut redoubler une fois ou deux, mais on y va quand même. Tout à Tu fait. vois, On n'abandonne jamais. jamais. Jamais, toujours persévérer. Donc, professeur, merci infiniment pour ce moment inspirant. Votre parcours est une source de motivation pour nous et nous espérons que votre message résonnera auprès des jeunes générations et au-delà. Merci d'avoir euh, pris mes quelques conseils. Et je pense que ça va aller, ça va aller. Il n'y a pas de difficulté qu'on ne peut pas surmonter quand on a un objectif précis. Voilà. Je pense que le merci est à nous. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette interview sur AEM émission. Restez connectés pour découvrir. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager massivement pour faire entendre ce beau message et nous donner encore
plus de force. À bientôt.